veux que personne soit tué pour ses idées, je ne veux que personne soit licencié pour ses idées. Donc voilà, il faut que ce soit très clair. Et j'aimerais avoir un débat avec Madame Caroline Forrest. Voilà, c'est tout ce que je souhaite. Je suis dans le débat, dans l'échange d'idées, comme l'était Charlie Kirk. Même si je pouvais ne pas être d'accord avec lui. On a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit de ne pas être d'accord. Et j'admirais juste le fait qu'il soit un homme de dialogue. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau grand entretien où j'ai le plaisir de recevoir Madame Béatrice Rosen. Bonjour Béatrice. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être venue aujourd'hui sur ce plateau. Je le rappelle, vous êtes actrice franco-américaine et vous êtes créatrice de contenu, notamment sur votre chaîne YouTube où on peut retrouver un de vos podcasts en particulier, La vie en Rosen. Oui, absolument. Alors merci de nous rejoindre aujourd'hui. On va parler un peu d'actualité, notamment de l'actualité récente aux États-Unis. Et on va démarrer avec cet assassinat de Charlie Kirk, un influenceur conservateur dans la mouvance républicaine qui a fait une grosse partie de la campagne de Donald Trump, notamment auprès de la jeunesse. Est-ce que cet assassinat, réalisé un peu dans les conditions de la tentative d'assassinat de Donald Trump durant sa campagne présidentielle, vous a surpris? Oui, ça m'a surpris parce que, pour plein de raisons. Déjà, il faut comprendre le contexte. Charlie Kirk, c'est une sorte d'influenceur, mais c'était quelqu'un d'extrêmement influent auprès de la jeune génération, vous l'avez dit, mais à un point, pas comme nos influenceurs en France. C'est-à-dire vraiment, il était considéré peut-être comme un futur président des États-Unis. Il était présidentiable. C'est vraiment quelqu'un qui avait un immense talent de rhétorique, qui avait créé une entreprise et qui est dans les médias, il me semble, depuis ses 18 ans. Et tout le monde reconnaissait son talent, son intelligence. Et il avait un futur extraordinairement lumineux en politique. Qu'on soit d'accord, encore une fois, ou pas avec ses idées, c'est pas le problème. Et c'est quelqu'un qui était d'une extrême... il poussait l'échange jusqu'à l'extrême. C'est quelqu'un, son concept, c'était... Donnez-moi tort, prouvez-moi que j'ai tort. Et il parcourait les États-Unis, les campus donc, de jeunes Américains, d'étudiants, et des campus qui souvent sont un peu wokisés, un peu, voilà, où la ligne un peu mainstream de ces campus est très à gauche. Et il allait donc dans la gueule du loup faire des affrontements d'idées, d'homme à homme ou de femme à homme, face à lui, enfin en tout cas seul face aux gens qui venaient se confronter par leurs arguments uniquement, quels qu'ils soient. Et donc ça, c'était quelque chose de très spécial, parce que même par rapport aux autres politiciens ou aux journalistes, aux gens engagés, qui sont plus intolérants, plus dans le mépris, etc., lui n'avait aucun mépris pour les gens. Il affrontait ses idées avec n'importe qui. Voilà. Il n'y avait aucun mépris de classe, aucun mépris à aucun niveau. Il a été très... il y a eu beaucoup de désinformation, en tout cas en France, notamment après sa mort, parce que peu de gens connaissaient Charlie Kirk en France, il faut le dire. Mais ça a été une telle déflagration aux États-Unis, son assassinat, que forcément, on est un peu obligé en France, dans les médias, d'en parler, parce qu'on sait que ça va avoir des répercussions sur la vie politique américaine qui vont être gigantesques. Et donc en France, on a eu beaucoup de presse et de journalistes, comme notamment Caroline Forrest, qui ont propagé de la désinformation au sujet de Charlie Kirk pour, en quelque sorte, minimiser, rationaliser, justifier, parfois, de près ou de loin, son assassinat. Ce qui est, à mon avis, absolument scandaleux. Alors, je voudrais dire que moi, je n'étais pas d'accord avec tout ce que Charlie Kirk disait. C'était quelqu'un de très conservateur, donc il avait des positions très conservatrices et qui sortent souvent du débat qu'on peut avoir en France. C'est-à-dire qu'en France, on est quand même... je sais que tout le monde est traité d'ultra gauche, ultra droite, ultra tout, sauf que c'est vrai qu'on a un positionnement politique global quand même assez modéré. Lui, il avait certaines positions sur l'avortement qu'on n'entend pas du tout en France, ou sur d'autres
type de sujets voilà, avec lesquels on peut ne pas être d'accord. Mais un assassinat politique, il faut que toute la société se mette d'accord sur le fait que on ne peut pas accepter ça, on ne peut pas justifier ça, on ne peut pas minimiser ça. C'est gravissime. Et aux États-Unis, il me semble que c'est un vrai point de bascule, qui est l'ironie du sort, parce que c'était le nom de sa compagnie, qui s'appelait Turning Point, qui est point de bascule. Et vraiment, en politique aux États-Unis, c'est un véritable point de bascule, son assassinat. Vous dites que c'était un homme de débat, parce que c'est vrai qu'il a été présenté en fait comme un propagandiste trumpien radical. En fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il allait finalement dans le débat d'idées, dans la confrontation d'idées sur la place publique. Vous avez pu regarder justement ces joutes verbales ou ces débats, qu'est-ce que ça donnait? Alors, justement, c'est quelqu'un qui n'avait pas de mépris pour son interlocuteur. C'est quelqu'un qui ne faisait pas des monologues, qui était dans le dialogue. Et il promouvait ce dialogue. Et il disait, la violence commence quand le dialogue s'arrête. Il le disait lui-même. Donc, sa mission sur Terre, c'était quelqu'un de très, très croyant, c'était justement de promouvoir le dialogue. Évidemment, avec son biais à lui politique et ses opinions. Mais tout le monde a un biais politique et tout le monde a des opinions. Mais vraiment, le principal message qu'il voulait faire passer, c'était de convaincre, pas de vaincre, pas d'écraser, pas d'utiliser la censure ou des outils comme ça qui font appel justement au fascisme, au totalitarisme, à tout ce qu'il y a de pire dans l'être humain, à la violence, à tout ça. Pas du tout. Il était dans la promotion du dialogue et de l'excellence rhétorique. Et rien que ça, est-ce qu'on peut tous se mettre d'accord sur le fait que ça, c'est une bonne chose? Et ça fonctionnait? Concrètement, il a discuté avec des wokistes Absolument. devant des caméras de télévision, etc. Il discutait avec des wokistes, avec des gens plus ou moins modérés à gauche, mais aussi il discutait avec des gens qui avaient les mêmes opinions que lui. Et surtout, il discutait aussi avec des gens de véritable extrême droite, des gens, parce que l'extrême droite américaine lui reprochait de ne pas être assez intolérant avec sur l'homosexualité ou sur plein d'autres sujets, et lui-même était donc considéré comme pas assez extrême par l'extrême droite. Donc, si vous voulez, le spectre aux États-Unis est extrêmement large, de la véritable extrême droite à la véritable extrême gauche. Et lui, il n'était pas... il dialoguait avec tout le monde. Voilà. Alors, c'est une énième tentative d'assassinat, je le disais. C'est quand même régulièrement des meurtres de masse aux États-Unis. Généralement, c'est l'œuvre de déséquilibrés. Là, on est vraiment dans un assassinat politique. Et je dirais, il y a eu la tentative d'assassinat sur Donald Trump. On a l'impression vraiment que... Bon, on sent que le climat s'est radicalisé entre wokistes et conservateurs aux États-Unis. On sent que ça arrive en France, on va en parler après. Mais là, quand même, je dirais, c'est une série d'assassinats ou de tentatives d'assassinats. C'est quand même extrêmement inquiétant aux États-Unis. Oui, là, c'est véritablement un assassinat politique. Alors, où on parle, on ne connaît pas encore tous les tenants et les aboutissants. On sait que le jeune, en tout cas, la ligne officielle qui est communiquée, c'est que le jeune officiellement avait été radicalisé pendant ses années d'université. Sa famille corrobore tout ça, qui s'était radicalisé à gauche, qui vivait avec un petit ami en transition pour devenir une femme, etc., qu'il était aussi un aficionados de jeux vidéo et du dark web. Enfin bon, il y a beaucoup d'informations qui sont sorties. On comprend donc que c'est un assassinat politique. Ils sont encore en train de chercher s'il y a des complices, si c'est plus large que juste un soi-disant loup solitaire. Donc on verra les résultats de l'enquête, mais effectivement, on a l'impression quand même que quand on en arrive à un stade où on est obligé de tuer l'adversaire pour gagner, c'est qu'on a perdu le débat, en fait. C'est qu'on n'a plus suffisamment d'arguments, de rhétorique, de fond pour convaincre et qu'on est obligé d'éliminer physiquement l'adversaire pour l'écarter du pouvoir ou de l'influence. Et donc, ça dit beaucoup sur ce qu'est devenu
la gauche aux États-Unis, on avait déjà fait une précédente interview où je vous disais, moi, j'avais toujours été démocrate, mais dernièrement, j'avais l'impression que le parti avait été totalement pris en otage par un extrémisme de gauche et que du coup, et beaucoup de gens sont dans mon cas, comme Robert Kennedy Jr., qui est historiquement un démocrate, Tulsi Gabbard, qui est au gouvernement, qui était aussi une démocrate, etc. Beaucoup de gens, même Elon Musk le dit, lui, à la base, il disait qu'il était de centre-gauche, mais ça a tellement été radicalisé vers la gauche que du coup, il se retrouve à droite. En fait, le champ politique a été totalement modifié et donc tout a été modifié et des gens comme moi et comme les gens que j'ai cités sont perdus politiquement aux États-Unis parce qu'on ne retrouve plus un parti qui nous corresponde, puisqu'on n'est pas devenu républicain et en même temps, le Parti démocrate ne nous correspond plus parce qu'il n'est plus le parti de la tolérance, il n'est plus le parti de la paix, il n'est plus le parti de toutes ces valeurs qu'il était autrefois à l'époque même de JFK. Mais c'est intéressant ce que vous dites, mais il y a une déception du Parti démocrate pour d'anciens électeurs, on va dire ça comme ça, mais est-ce qu'il y a quand même, est-ce que sur les valeurs aussi, les gens sont en train de bouger? Je veux dire, sur les questions de transidentité, les valeurs du wokisme dont on parle, est-ce qu'il y a des gens qui finalement, je dirais, considèrent qu'ils se sont trompés et qui adhèrent maintenant à un mouvement comme ça, porté par Charlie Kirk, porté par comme ça des influenceurs, porté aussi par Donald Trump évidemment, et qui ont bougé sur les valeurs et qui se disent que voilà, il y a maintenant certaines choses que le wokisme finalement et les politiques successives aux États-Unis ont amené, je dirais, la société dans une impasse et qu'il est temps peut-être aussi de changer de valeur ou de retrouver certaines valeurs. Je ne pense pas que ce soit aussi binaire. En fait, je pense que ceux qui n'adhéraient pas à Charlie Kirk n'adhèrent toujours pas à Charlie Kirk, même s'ils ont conscience que le wokisme va trop loin. Je pense qu'il y a une partie des Américains qui se retrouvent, comme moi, orphelins politiquement, qui ne savent plus à quel sens vouer et qui ne se reconnaissent pas complètement dans les propos de Charlie Kirk parce que même s'ils peuvent respecter l'homme en tant que débatteur, individu, etc., et trouver abominable son assassinat, qui ne se retrouvaient pas complètement dans ce qu'il disait, et en même temps qui ne se reconnaissent pas du tout dans le wokisme, dans cette espèce de prise d'otage de l'extrême gauche sur le Parti démocrate, et du coup qui se retrouvent dans une situation où ils ne savent plus comment... à quel sens vouer. Et c'est dramatique. Et la société, après la tentative d'assassinat de Donald Trump, qui a été mise sous le tapis quand même assez rapidement, on peut quand même le constater, et la tentative d'assassinat réussie sur Charlie Kirk, c'est un séisme. Là, la radicalisation, la polarisation est accélérée et très extrême. Il y a donc cette espèce de centre qui ne sait plus quoi faire, qui voit bien qui a peur, qu'on a peur qu'il y ait des violences et que ça ne reste pas au stade un assassinat ou sur une figure très connue ou que voilà, on a l'impression que ça va devenir des affrontements parce qu'après l'assassinat de Charlie Kirk, on voit qu'il y a maintenant des licenciements. Il y a eu des licenciements pour les gens qui, en ligne, publiquement, se sont réjouis de l'assassinat, donc qui finalement soutiennent une forme de violence et de terrorisme intérieur. Donc, évidemment que c'est inacceptable. Se réjouir de la mort de quelqu'un, c'est de la barbarie. Donc, il y a eu des licenciements par rapport dans le pays du premier amendement, c'est-à-dire où la liberté d'expression est la valeur suprême et sacrée. Donc, voilà. D'un autre côté, on a vu une journaliste sur une des chaînes affiliées à ABC qui a voulu rendre hommage à Charlie Kirk, pas de façon politique, mais parce qu'elle le connaissait personnellement, parce que ça avait été son premier patron. La chaîne l'a suspendu juste pour avoir rendu hommage, un hommage ému à son ancien patron. Donc on voit que des deux côtés, au sein même d'entreprises, les gens se polarisent. Donc ça envahit le monde du travail, ça envahit donc la sphère privée. Et donc on voit vraiment que le pays vraiment est
totalement divisé à l'extrême. Et moi, j'ai peur d'affrontements, que ça finisse en affrontement de gens lambda et pas uniquement de partis politiques. Vous parlez de turning point. Aujourd'hui, on est à un point de bascule aux États-Unis, c'est-à-dire que les gens qui sont finalement, je dirais plutôt centristes, qui sont de temps en temps démocrates, de temps en temps républicains, aujourd'hui ont conscience, l'intégralité de la population américaine aujourd'hui a conscience de cette radicalisation. Oui, je pense qu'elle a conscience de cette radicalisation. Et là, le groupe Disney vient de de suspendre un humoriste qui a un show le soir qui s'appelle Jimmy Kimmel. Ils l'ont suspendu parce qu'en fait, il a fait son monologue humoristique en accusant le parti MAGA, donc le parti de Donald Trump, Make America Great Again, d'être le parti du tueur de Charlie Kirk. Alors qu'il est établi maintenant qu'il n'était pas pro-Trump, ce tueur, mais qu'il était gauchisé, radicalisé. Et donc, il a sciemment menti à son public. Le patron de Disney lui a demandé le lendemain de présenter ses excuses, parce que ça avait fait un tollé, de présenter ses excuses pendant son show. Il a refusé. Et il allait récidiver avec un nouveau monologue à charge contre le parti, enfin le mouvement MAGA. Donc, et les chaînes affiliées ne voulaient pas diffuser son émission, parce qu'il y a eu un tollé dans la population. Donc, le patron de Disney a pris une décision business qui était de suspendre ce présentateur. Tollé général après la suspension. Les États-Unis sont devenus un État fasciste parce que la liberté d'expression, etc. Les mêmes qui, depuis 5 ans, demandent de censurer, de licencier, d'éliminer du débat public les désinformateurs, quand eux désinforment, il ne faudrait pas de sanctions. Moi, je suis contre la censure tout court. Donc, je vais être très claire. Je suis contre la censure pour une opinion. Je suis américaine, je suis contre la censure. À moins qu'évidemment, on appelle au meurtre, à la violence ou qu'on fasse des choses totalement dingues. Donc, moi, je suis contre la censure. Donc, je n'approuve, je n'ai pas d'avis sur le fait qu'il ait été suspendu ou pas. Je constate l'incohérence, simplement, chez les gens qui hurlent au scandale aujourd'hui après sa suspension, qui sont les mêmes qui voulaient la censure et qui ont censuré pendant la crise sanitaire. Tous ceux, ce Jimmy Kimmel, sur son show, pendant la crise sanitaire, disait que les non-vaccinés ne devraient pas être soignés à l'hôpital. D'accord ? Voilà le genre de propos que cet homme tenait. Moi, je ne lui souhaite aucun mal, je ne lui souhaite même pas d'être censuré. Mais il faut comprendre ce que cette personne, le niveau d'intolérance de cette personne qui maintenant crie à l'intolérance. Et je voudrais juste dire que donc c'était aussi une décision business, puisque il y a aussi des réalités, que ses audiences étaient en baisse, et qu'en France, on voit les mêmes indignés de la suspension de Jimmy Kimmel, qui sont les mêmes qui, il y a quelques jours, minimisaient l'assassinat de Charlie Kirk. L'assassinat. Donc on parle d'un homme tué, d'accord, pour ses idées, versus une suspension d'un job. Donc, je ne sais pas, il y a quand même une hiérarchie. Les mêmes qui cherchaient à minimiser en justifiant par les propos de Charlie Kirk, oui, il a récolté ce qu'il a semé avec la haine, etc., là, s'indignent que Jimmy Kimmel soit suspendu. Est-ce qu'on comprend le niveau de folie, d'incohérence dans lequel le pays est plongé ? Le pays, la France et les États-Unis. Tout le monde devient fou, en fait. Il n'y a plus de notion de rien, il n'y a plus de décence, il n'y a plus de civilisation, finalement. Parce que quand on se réjouit de la mort de quelqu'un et qu'on s'indigne de la censure d'un autre, il n'y a plus de notion de rien. Quel est le rapport de force aux États-Unis entre ces médias, je dirais, wokistes ou démocrates, en tout cas qui s'opposent, vous l'avez dit, à Donald Trump, qui ont minimisé ou qui n'ont minimisé ou pas parlé de l'assassinat de Charlie Kirk. Quel est leur poids aujourd'hui aux États-Unis, sachant que Donald Trump est depuis un peu plus de 6 mois maintenant président ? Alors,
À tort, les gens ont dit que le wokisme était mort. Le wokisme n'est pas mort. Le wokisme existe toujours. Il y a une vraie... Évidemment, étant donné que c'est l'administration Trump qui est au pouvoir, il y a eu des bémols, il y a eu des lissages, il y a eu des subventions qui ont été retirées à certaines associations ultra-militantes, woke, etc. Mais ce n'est pas pour ça que le mouvement est mort. Et même quelqu'un comme Bernie Sanders, qui est plutôt à l'extrême gauche aux États-Unis, on va le dire, je pense qu'il sent lui-même la gravité du moment parce qu'il a fait un speech après la mort de Charlie Kirk qui est vraiment parfait, absolument irréprochable, sur le fait qu'il faut que nous soyons d'accord en tant que société pour condamner absolument toute violence politique. Et que la violence n'a pas sa place en politique et qu'on ne peut pas vivre dans un système où des gens auraient peur de parler et de donner leur opinion, quelle qu'elle soit. Donc là, sur ce coup-là, il a été irréprochable sur ce speech. Et donc, je pense que même lui a conscience que... alors, c'est peut-être du calcul. Certains vont me répondre, c'est du calcul. Peu importe. C'est ce qu'il a dit. Il faut regarder ce que les gens font. Et on est à un moment très, très grave, vraiment un point de bascule. Cet assassinat de Charlie Kirk, vous l'avez suivi depuis la France. Quel a été le traitement médiatique qui a été réservé à cet événement? Est-ce que, je dirais, les médias qu'on qualifie de mainstream ont, par effet miroir, traité l'information de la même manière que... les médias américains, qui, on vient de le dire, l'ont minimisé ou l'ont tourné en dérision? Les médias français ont été plus loin que les médias américains. Pourquoi? J'ai regardé le jour ou le lendemain de la mort de Charlie Kirk, j'ai regardé les titres sur CNN, sur le New York Times, sur le Financial Times, des médias qui sont plutôt à gauche. Ils n'ont pas attisé... ils n'ont pas jeté d'huile sur le feu, ils l'ont défini comme un militant conservateur proche de Trump. Ce qui est vrai, ce qui est factuel. Les médias français ont titré le militant l'influenceur d'extrême droite, et ça y est, avec les étiquettes infamantes, etc. etc. Ils se sont donnés à cœur joie. Le corps n'était pas encore froid, qu'ils insultaient et qu'ils accolaient déjà des étiquettes infamantes sur le corps de Charlie Kirk. Ils ont été plus loin que les médias américains. Pour moi, c'est une honte. C'est une honte parce que pour moi, ce n'est pas du journalisme de faire ça. C'est une presse d'opinion propagandiste et qui n'est pas factuel. Et quand on est dans un moment aussi sensible, il y a quand même une responsabilité, il me semble, à avoir, à peser ses mots et à rester dans le factuel. Voilà, tout simplement. Et donc, je suis extrêmement choquée. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des personnalités qui ont des médias comme Madame Caroline Fourest qui a le journal qui travaille ou qui est à la tête, je ne sais pas exactement quel est son poste, de franc-tireur, et qui a propagé sur les réseaux sociaux des faits graves de diffamation à l'encontre de Charlie Kirk, comme de dire que Charlie Kirk était pour la lapidation des homosexuels. Je veux dire, en prenant un extrait où ce n'est pas du tout ce qui est dit, il cite un passage de la Bible sur l'homosexualité en réponse à quelqu'un qui lui citait un passage de la Bible sur l'extrême tolérance qu'il faut avoir. Stephen King, l'auteur mondialement connu, a fait la même chose que Caroline Fourest, a présenté ses excuses pour avoir relayé de la désinformation. À ce jour, Caroline Fourest, je l'ai interpellée sur les réseaux sociaux, n'a toujours pas présenté ses excuses, n'a toujours pas retiré le tweet infamant et continue à propager donc de la désinformation alors qu'elle fait de son journal franc-tireur le parangon de la lutte contre la désinformation. Donc à un moment donné, est-ce qu'on peut, mesdames et messieurs de la presse, les journalistes, etc., avoir un minimum de cohérence et s'imposer à soi-même
la rigueur qu'on demande aux autres. Ce serait bien. Ça me met dans un état de colère. Encore une fois, je n'étais pas d'accord avec tout ce que disait Charlie Kirk. Je n'étais pas d'accord. C'est même pas une question d'opinion à ce stade. Une question d'honnêteté. C'est une question d'honnêteté intellectuelle, absolument. Voilà. Oui, je le dis d'ailleurs, Caroline Fourest est habituée du procédé, puisque elle avait utilisé d'ailleurs sur une personnalité de gauche, Émeric Caron. Les auditeurs peuvent retrouver cette séquence chez Laurent Ruquier où Émeric Caron prend Caroline Fourest en flagrant délit de mensonge. Et puis le journal Franc-Tireur l'a d'ailleurs utilisé contre nous, contre Régis, et on a d'ailleurs gagné une procédure. Ils ont été obligés de publier un droit de réponse, mais ils sont habitués de procéder en fait malhonnête et purement idéologique. C'est vrai qu'on a tous des opinions, on a tous, je dirais, des convictions. Mais quand on est journaliste ou quand on prend la parole dans les médias, il faut quand même, quelles que soient ses convictions, faire preuve d'honnêteté. C'est ce qui manque aujourd'hui dans le paysage médiatique en France et aux États-Unis. Et je voudrais juste préciser que je ne dis pas ça pour stigmatiser Caroline Fourest ou lancer quelconque... voilà, moi, je ne souhaite de mal à personne. Je ne veux que personne soit tué pour ses idées. Je ne veux que personne soit licencié pour ses idées. Donc voilà, il faut que ce soit très clair. Et j'aimerais avoir un débat avec Madame Caroline Fourest. Voilà, c'est tout ce que je souhaite. Je suis dans le débat, dans l'échange d'idées, comme l'était Charlie Kirk, même si je pouvais ne pas être d'accord avec lui. On a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit de ne pas être d'accord. Et j'admirais juste le fait qu'il soit un homme de dialogue. Et même de dire ça aujourd'hui est perçu comme, je sais pas, quelque chose qui est hors je sais pas, ça devient fou en fait. Vraiment, la dérive est folle. Mais je voudrais rappeler quelque chose, c'est que quand on a un président de la République qui a appelé à emmerder une partie de sa population qui représentait des millions de gens à l'époque, je vais pas revenir dessus, mais ça donne le là, en fait. Et c'est très dangereux parce que ça ruisselle, en fait. Cette intolérance ruisselle. Et après, les médias pensent qu'ils sont en droit d'avoir le même genre d'attitude, puisque le président lui-même a ce genre d'attitude et cette intolérance extrême. Et donc, c'est extrêmement choquant. Et finalement, on voit bien à quel point on a dérivé avec ces quinquennats et à quel point tout n'est pas de sa faute, évidemment, mais à quel point tout est complètement à revoir. Il faut tout revoir. Il y a une lame de fond en Europe, évidemment aux États-Unis, avec Donald Trump, mais un peu de retour d'une coalition un peu, on peut dire conservatrice, mais en fait de gens qui s'opposent au wokisme, s'opposent à la radicalisation d'extrême gauche sur tout un tas de sujets. On le voit en Europe, il y a l'élection du président polonais intronisé début août, il y a Giorgia Meloni, il y a les Hongrois, il y a les Roumains, il y a les Anglais, il y a les Allemands. Qui ont en même temps, cette vague a en même temps réussi à convaincre des gens qui finalement se situaient, comme vous le disiez, un peu au centre, mais qui pour les élections, maintenant on le voit avec les résultats électoraux, votent pour ce retour des conservateurs. Est-ce que ce retour, est-ce que cette vague aux États-Unis et en Europe, c'est pas justement ce qui radicalise les wokistes, ce qui radicalise l'extrême gauche, qui n'accepte pas qu'aujourd'hui, ce qu'ils pouvaient proférer en toute liberté dans la plupart des médias mainstream, en France sur France Inter, etc., sur tous les médias publics ou les médias subventionnés, soit remise en cause. Est-ce que ça ne leur est pas insupportable et ça ne les pousse pas finalement à un refus radical, quitte à mentir, quitte à faire preuve de malhonnêteté, quitte même à utiliser la violence? Je pense effectivement qu'ils ont un côté mauvais joueur. Ça, c'est en surface. Ils ont un côté mauvais joueur. Quand ils perdent, ils sont pas contents, ils tapent des pieds et il faut qu'ils fassent un scandale s'ils ont perdu l'élection, voire qu'ils refassent l'élection. Tant que les gens votent mal, on revote. Donc voilà, je pense qu'il y a un côté comme ça, effectivement. Mais qu'est-ce que ça dit de façon plus profonde, à mon avis? C'est un véritable écroulement intellectuel au niveau idéologique. C'est-à-dire que ces gens n'ont plus les arguments pour convaincre.
puisqu'il y a un affaissement intellectuel tel, parce que ce qu'ils ont promu, c'est finalement un nivellement par le bas de l'éducation, des services publics, de tout. Il y a un vrai nivellement vers le bas. Tout ça a une conséquence. Le nivellement vers le bas de l'éducation, ce sont des générations qui, intellectuellement, ont un niveau plus faible qu'avant. Et donc, je pense qu'ils sont dans une impasse idéologique. Il y a un affaissement intellectuel et tout ça fait qu'ils n'arrivent plus à convaincre par la rhétorique et par le bilan de leurs actions. Ils n'arrivent plus à convaincre. Et comme ils n'arrivent plus à convaincre, effectivement, il y a le côté mauvais joueur et puéril, je tape des pieds et je fais un scandale, qui ressort. Mais tout ça vient du fait qu'ils ne proposent pas des solutions efficaces. Et que si leur bilan était bon, on n'en serait pas là. Donc, je veux dire, Trump a été élu, qu'on soit content ou pas content, il vient après un mandat de Joe Biden. Donc, si le bilan de Joe Biden avait été jugé satisfaisant, Trump n'aurait pas gagné. La même chose avec la vague que vous citez. Donc, vraiment, ça vient d'un point de vue idéologique et politique. Il y a un affaissement total. Alors, vous le disiez, les wokistes sont des mauvais joueurs. Mais on peut se poser la question, finalement, on voit qu'ils poussent toujours plus loin leurs revendications, qu'ils poussent finalement à la réalisation de l'intégralité de leurs revendications et finalement de leur programme politique, ce qui évidemment provoque une réaction de gens qui soit étaient traditionnellement opposés à ça, soit de gens qui, je dirais, se réveillent et considèrent que ça va trop loin. Donc finalement, je dirais, cette recherche de la radicalité, de la radicalisation, provoque des réactions, c'est tout à fait normal. C'est totalement contre-productif. Absolument, c'est totalement contre-productif. Plus ils sont extrêmes et fous dans leur... Enfin, je veux dire, ça atteint des limites dingues. Voilà, il n'y a pas de limite, justement. C'est totalement contre-productif parce qu'effectivement, les centristes commencent avec la violence à se dire « Attends, ça va trop loin cette histoire ». Il y a des gens qui commencent à mourir à cause de revendications comme ça. Les gens, il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui témoignent maintenant vouloir se rapprocher des églises, etc., après la mort de Charlie Kirk. Donc finalement, ce mouvement un peu d'ultra-gauche et de radicalisation très, très à gauche pousse les gens de droite aussi à se radicaliser. Mais de toute façon, c'est l'effet balancier. C'est toujours comme ça. Et malheureusement, je pense que c'est aussi souhaité parce qu'en fait, ils ne veulent pas gagner. Ils veulent éliminer l'adversaire. Ils ne sont pas dans le jeu démocratique. Ils sont dans un combat à mort avec l'adversaire. Et c'est ça qui est terrifiant, en fait. Il n'y a pas de tolérance de leur part pour les minorités que eux n'acceptent pas. Ils sont dans un combat pour la tolérance pour les minorités que eux ont choisi. Mais si demain, le camp conservateur était minoritaire, il n'aurait pas de respect pour cette minorité-là. Donc, c'est un mensonge de dire qu'ils sont dans un combat contre l'oppression de la majorité contre la minorité. C'est quelle majorité et quelle minorité? Il faut encore rentrer dans les bonnes cases. Est-ce qu'on peut dire que le wokisme est un totalitarisme, finalement ? Je pense que oui. Je pense que le wokisme est une forme de totalitarisme, absolument, et de fuite en avant et de recherche de la pureté woke, c'est-à-dire que vous n'êtes jamais assez woke pour le voisin. On peut toujours être plus woke. Donc c'est une fuite en avant de radicalité. Mais je ne pense pas que ce soit le seul mouvement qui soit totalitaire, évidemment. Je pense que l'extrême centre
Il y a évidemment un vrai fascisme à droite, tout le monde le sait, mais il y a aussi un fascisme de gauche et il y a aussi un fascisme du centre. On l'a vu, pour moi, l'extrême centre qui se veut parti unique, qui a créé le DSA, par exemple, au niveau européen. Digital Service Act. Le Digital Service Act, exactement, pour contrôler le numérique au-delà du cadre de la loi de la liberté d'expression en France, sous couvert de protéger la démocratie, sous couvert de protéger la décence, la morale, etc., à mon avis, en fait, ce DSA, c'est un outil de maintien, de domination idéologique, partisane, de ce parti unique, qu'ils veulent parti unique. Et on est absolument dans Orwell, donc on est dans le totalitarisme. C'est-à-dire, ils veulent un parti unique. Tout ce qui n'est pas d'accord avec eux, c'est soit de l'extrême gauche, soit de l'extrême droite, soit du complotisme, soit il y a une étiquette infamante pour chaque profil. Il n'y a pas de souci, ils trouveront toujours un jargon d'extrême centre pour vous disqualifier à partir d'une étiquette qu'ils vous apposent. Et donc, c'est aussi un totalitarisme. Et finalement, quand on voit la position d'Emmanuel Macron, qui qualifie cette mouvance conservatrice, ou je dirais d'ailleurs plus globalement les gens qui se posent des questions et qui, je dirais, refusent un certain nombre de mesures liberticides. On a parlé avec le Covid, vous venez de parler du Digital Service Act, etc., qui fait beaucoup réagir. Il a qualifié tout ça d'international réactionnaire. Ce qui veut dire que d'ailleurs, ce n'est pas seulement en France, il parlait aussi des conservateurs, des républicains aux États-Unis. Il parlait de ce qui se passe en Italie autour de Giorgia Meloni, de ce qui se passe en Roumanie, de ce qui se passe en Moldavie, de ce qui se passe dans beaucoup de pays d'Europe. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une proximité idéologique et une complicité, voire une complaisance d'Emmanuel Macron envers l'extrême gauche qui, sur un certain nombre de points quand même, rejoint l'idéologie du bloc centriste, du bloc central, notamment sur ces questions sociétales. Il y a des divergences sur l'économie, sur la finance, d'accord, sur la diplomatie avec Gaza, Israël, etc. Mais quand même, il y a quand même un corpus idéologique qui est commun entre Emmanuel Macron et, pour faire simple, Jean-Luc Mélenchon ou Caroline Forest. Absolument, c'est son en même temps, toujours le fameux en même temps qui nous emmène en même temps dans le mur et en même temps dans les abysses. Voilà, c'est son en même temps. Évidemment qu'il est très prompt à dissoudre ce qu'ils appellent groupuscules de droite, mais jamais de gauche. Alors évidemment, il faut dissoudre tous les groupuscules qui enfreindraient le cadre de la loi en France, effectivement. Mais on sent qu'il est beaucoup plus mal à l'aise avec quand ça touche à la gauche que quand avec ça les touche... Black Blocs, par exemple. Voilà, les Black Blocs. Vous savez, j'avais demandé, après les Gilets jaunes, j'avais demandé si quelqu'un avait une vidéo qui tourne, vu que tout le monde filme tout de nos jours, si quelqu'un pouvait m'envoyer une vidéo où des Black Blocs étaient arrêtés et traités avec des LBD comme avaient été traités les Gilets jaunes à l'époque. À ce jour, ça fait donc quelques années, je n'ai toujours pas reçu cette vidéo. Donc, je pense qu'il y a un malaise, et je pense que c'est un calcul politique. Je ne sais même pas si c'est une conviction personnelle qu'il a, parce qu'il est toujours dans le calcul politique. Mais c'est un calcul politique. Il se sert de l'ambiguïté et à chaque élection du barrage, du barrage des castors contre la droite pour finalement se faire réélire. Et ça, je pense qu'il capitalise là-dessus pour la prochaine élection présidentielle, même si ce n'est pas lui, ce sera quelqu'un de son camp. Il préférerait, je pense, que la personne soit face de son camp, soit face à Marine Le Pen ou Jordan Bardella pour faire jouer le front républicain à nouveau. Et puis, il a dit qu'il voulait peut-être revenir en 2032. Donc, il pose déjà... On est dans un jeu d'échecs. Donc, il pose déjà ses bases. Il sait très bien quelles sont les stratégies qu'il va essayer d'utiliser à ce moment-là. Donc, oui, mais il joue un jeu dangereux. Il joue à un jeu dangereux. Pourquoi c'est dangereux ? Parce que la société est en train de devenir de plus en plus violente. On voit qu'il appelle tous les meurtres
de jeunes Français des faits divers et que les médias qui en parlent ce serait du brainwashing de faits divers. C'est absolument déjà scandaleux pour les familles de victimes, etc. C'est faux parce qu'il y a quand même un phénomène de société avec une violence qui augmente dans le pays. On le voit tous, on le sent tous. Même moi, par rapport à quand j'étais adolescente et maintenant, je n'aurais pas la même façon de me déplacer, pas la même vie. Voilà, on laisse pas ses enfants de la même façon dans la rue, rentrer après l'école. Enfin, tout a changé. Il y a une vraie recrudescence de violence. Donc voilà. Donc déjà, c'est malhonnête intellectuellement. Et je pense que c'est un jeu dangereux parce qu'en attendant, on perd du temps pour agir. On diabolise les gens même les gens modérés. On diabolise tous les gens modérés avec des étiquettes infamantes, avec ce genre de déclarations, le brainwashing de faits divers, etc. Et finalement, ça donne un alibi pour des gens un peu désorientés ou un peu déséquilibrés de passer à l'acte. Et je trouve ça très choquant, en fait. Alors, on parle de Charlie Kirk, mais il y a aujourd'hui quand même... On parle de radicalisation, de tension, de menaces, de risques. Vous, personnellement, depuis vos prises de position sur le Covid, sur la politique sanitaire, etc., sur la liberté d'expression, est-ce que vous avez senti, je dirais à titre personnel, ce que vous avez observé, je dirais cette radicalisation, que ce soit d'ailleurs dans le monde professionnel, puisque vous êtes chroniqueuse, vous intervenez sur pas mal de médias différents, aussi sur Internet. Vous vivez à Paris, vous avez des enfants. Quel est le climat aujourd'hui pour quelqu'un comme vous qui a décidé de porter des convictions, un peu je dirais, d'avoir un discours à contre-courant de ce qu'on peut entendre sur les chaînes, sur les médias mainstream? Quand on n'a pas le discours de la doxa, évidemment qu'il y a des répercussions sur sa vie, sur sa vie professionnelle. Regardez Marc Toiti qui a dit qu'on lui a fermé son compte en banque. Enfin, dans quelle démocratie quelque chose comme ça est acceptable C'est le début du fascisme. C'est un engrenage, en fait. C'est pas on-off, le fascisme ou le totalitarisme. C'est une pente glissante. C'est-à-dire que quand on commence à fermer, à virer les gens de leur travail parce que pendant la crise sanitaire, ils ont critiqué les passes sanitaires. Quand on commence à fermer les comptes en banque de gens qui respectent la loi, mais qui ont des opinions qui ne vont pas dans le sens de l'opinion, je ne dirais même plus dominante, mais des dirigeants. C'est différent, une opinion dominante et l'opinion des dirigeants. Donc là, on en est au stade où, parce qu'on n'a pas l'opinion des dirigeants actuels, on vous ferme votre compte en banque. Quand on commence à légitimer, trouver des justifications comme on récolte ce qu'on sème quand on assiste à un assassinat politique. Franchement, on est dans un engrenage fasciste. On va pas se mentir. Comment l'appeler autrement? Voilà. Ça a démarré quand pour vous? Pour moi, il y a eu une bascule. Alors, la France il y a toujours eu un contrôle du système électoral, un contrôle du système médiatique. C'est sûr, c'est pas la liberté absolue d'opinion, mais je pense qu'il y a eu une bascule avec les Gilets jaunes. Je pense que le pouvoir a eu très peur au moment des Gilets jaunes et que tout le monde a serré la vis. Le Covid, n'en parlons même pas. C'est-à-dire qu'on ne pouvait même plus dire quelque chose de banal qui est je voudrais qu'on respecte mon droit fondamental à décider pour mon propre corps. Non, mais, vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas, je pense que c'est une phrase totalement modérée, qui n'a rien d'extrême de dire ça. C'était une période où vous perdiez vos comptes sur les réseaux sociaux pour dire quelque chose comme ça, où on vous traitait de conspi, faf extrême ci, extrême là, phobe ci, sceptique là. Enfin, c'est totalement fou. Enfin, on a perdu la boule. C'est fou. Donc, je pense que la bascule a été donc premièrement avec les Gilets jaunes, deuxièmement avec le Covid, et que depuis, tout est en roue libre. Totalement. C'est fou. C'est fou.
J'en souris parce que il y a 10 ans, vous m'auriez dit qu'on serait dans cette situation. Je ne vous aurais pas cru. On a coutume de dire que ce qui se passe aux États-Unis se produit en France avec 10 ans de retard. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, avec ce qu'on observe? Bah, généralement, c'est vrai. Là, je souhaite que ça s'arrête parce que je ne souhaite vraiment pas avoir cette violence. Enfin, il y a déjà de la violence, on a déjà suffisamment de violence en France pour pas ajouter des assassinats politiques. Donc, j'espère vraiment que ça va s'arrêter. J'espère vraiment que les gens vont reprendre leurs esprits et montrer un peu plus d'honnêteté intellectuelle, ne serait-ce que pour le bien du pays et de nos enfants. Parce que qu'est-ce qu'on va leur laisser comme pays? Un pays ultra radicalisé de tous les côtés. Il faut que ça s'arrête. Il faut recommencer à se parler, en fait, et à accepter la confrontation. La contradiction. Et la contradiction, voilà. Béatrice Rosen, merci pour à cet vous. entretien passionnant. Chers abonnés, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Béatrice Rosen. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de vous abonner à la chaîne YouTube d'Omerta, de liker, partager, commenter cette vidéo. Béatrice, à bientôt. Merci, à bientôt.